Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième vidéo sur ce cycle sur les SCI. Celle-ci va nous parler de la création de la SCI et de la rédaction des statuts. Allez, je lance tout de suite la présentation, une vidéo qui devrait durer une trentaine de minutes à peu près. Donc on va parler des formalités de création, de la rédaction des statuts rapidement, mais comme je vous ai promis en cours, on va surtout travailler en atelier sur la rédaction des statuts, sur la lecture de statuts, découvrir ensemble comment les statuts d'une SCI sont rédigés. Alors, comment est-ce qu'on constitue une SCI? Déjà, on va, avant même de se lancer dans la procédure de création, on va vérifier un certain nombre de choses. On va d'abord vérifier que le nom qu'on va choisir pour la SCI n'est pas un nom protégé. Voilà, par exemple, vous ne pourriez pas appeler votre SCI SCI Coca-Cola parce que c'est un nom qui est protégé par les droits de la propriété industrielle. Je vois pas trop l'intérêt qu'il y aurait à appeler votre SCI Coca-Cola. En règle générale, on n'est pas très inventif sur les noms de SCI. La raison sociale, on lui donne le nom de la rue et voire même de l'adresse précise à laquelle se trouve l'immeuble qui va être géré par la SCI. Voilà, mais on peut donner le nom aussi des associés. On peut donner tous les noms qu'on veut, on peut inventer des noms. Le tout, c'est qu'ils soient juridiquement disponibles. Voilà, et ensuite on va en parler un peu plus loin. C'est un point d'attention assez important. On vérifiera que l'objet social est bien un objet civil et non pas un objet commercial, puisque je vous le rappelle, une SCI ne peut pas avoir d'activité commerciale, alors qu'une société commerciale peut avoir une activité civile. Je vous rappelle rapidement quelques conditions de fond et non pas de forme hein, pour créer une société, notamment une SCI. Donc, bien évidemment, il faut des associés, il en faut deux au minimum. Peu importe leur âge, il faut au minimum qu'il y ait un majeur qui ait la capacité juridique de telle manière que on puisse le nommer gérant. Voilà, mais peu importe également la nationalité. Je vous le rappelle, on peut parfaitement avoir des mineurs et des personnes étrangères, quelle que soit leur nationalité, Union européenne ou pas, dans une SCI. Absolument aucune difficulté. Vous avez par exemple quantité d'Anglais sur le sol français qui ont créé des SCI pour gérer des résidences secondaires en Dordogne, dans le Lot, etc. Voilà. Ensuite, on doit donc réaliser des apports. C'est le point essentiel. En matière de SCI, il n'y a pas de limite. Les apports peuvent être en numéraire, en nature ou en industrie. Euh, je vous le disais, j'y reviendrai rapidement dans cette vidéo. On a deux cas de figure. Soit on crée la SCI à blanc, c'est-à-dire qu'on la crée avant d'acheter l'immeuble, et donc généralement on la crée avec de faibles apports en numéraire, soit on la crée par rapport de l'immeuble qui préexiste, et auquel cas on fait un apport en nature. Voilà, il faut s'engager bien sûr dans la SCI à partager les bénéfices. Ça sera une part des statuts qui le décrira, ce partage des bénéfices. Il faut s'engager également à contribuer aux pertes. Dans une SCI, on a une obligation indéfinie au passif social. Voilà, ce qui signifie que s'il y a des dettes que la SCI ne peut pas acquitter, ce sont les associés qui vont les acquitter. Par contre, sans solidarité, ce qui veut dire qu'on est responsable du passif en proportion des apports qu'on a fait. Ce qui ne veut pas dire dans la limite des apports, mais en proportion des apports. Et puis, pour continuer à parler un peu latin, il faut démontrer enfin démontrer, il faut être animé d'un affectio societatis, c'est-à-dire avoir l'intention de s'associer. Voilà, c'est quelque chose qui en matière de SCI pose rarement des difficultés. Il peut y avoir parfois un peu de contentieux sur les demandes de dissolution de société pour défaut d'affectio societatis, mais c'est plutôt quelque chose qui appartient à une sphère théorique, mais qui est important quand même. Voilà, alors sur la procédure de création, ça c'est important puisque je vous disais que je voulais que vous ressortiez de cette séance en ayant compris concrètement comment on faisait la création d'une SCI. La première chose, bien sûr, on va devoir rédiger les statuts, on va en parler. On va devoir nommer un ou plusieurs gérants. Ça se fait, les premiers gérants sont nommés au moment de la création. On va devoir faire ce qu'on appelle une déclaration de bénéficiaire effectif. Je vais vous expliquer ce que c'est. Verser le capital, quel que soit le montant du capital, sur tous les apports en numéraire. Procéder à une publication légale dans un support habilité à recevoir des annonces légales, ce qu'on appelle un châle. Voilà, où on va publier les informations essentielles sur la société et puis on va faire toute la procédure d'enregistrement de la société sur une plateforme entièrement dématérialisée qui existe depuis 3 ans aujourd'hui et qu'on appelle la plateforme formalité.entreprise au pluriel.gouv.fr. Je vous incite à aller sur ce site pour regarder comment il est fait. D'ailleurs, le focus que je vais enregistrer à la suite de cette vidéo sera consacré à ce site. Voilà, je vous parlerai ensuite du coût de création. Alors, la rédaction des statuts,
petit point, on verra en atelier concrètement qu'est-ce qu'on doit mettre dans les statuts, mais peut-être une première chose importante, en matière de SCI, même si on est en présence d'un immeuble, les statuts n'ont pas nécessairement à être rédigés par un acte notarié, par un notaire. On peut parfaitement les rédiger soi-même, on peut parfaitement les faire rédiger par un avocat, par un notaire aussi également. Il n'y a pas d'obligation. Par contre, si vous faites apport d'un immeuble, hein, l'apport d'un immeuble, c'est un acte translatif de propriété, c'est une vente. Donc l'apport d'un immeuble à une SCI est obligatoirement un acte notarié. Ce qui veut dire qu'en pratique, quand on constitue une SCI par rapport d'un immeuble, bah, très souvent, c'est le notaire qui fait les statuts de la société. Combien ça coûte de faire des statuts par un professionnel? C'est très variable. Certains avocats vont vous prendre 1000 euros, 2000 euros, d'autres 3000 euros, ça. Et à Paris, où tout est plus cher, ça peut coûter beaucoup plus cher. Voilà. Faut-il avoir recours à un professionnel? Moi, j'aurais tendance à dire oui, hein, parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, et donc avoir recours à un site web qui va vous proposer des statuts gratuits ou à 15 euros, pourquoi pas, ça peut fonctionner. Mais je dirais, voilà, si on a des questions particulières, je pense que il faut vraiment avoir recours à un professionnel qui peut être un avocat, un notaire, un expert comptable, pourquoi pas, un conseiller en gestion de patrimoine aussi. Enfin, quelqu'un qui connaît, qui a pratiqué des SCI, qui a déjà lu des statuts de SCI. Voilà. Alors les statuts, bah, vous avez ici, je ne vais pas le relire, la liste des mentions minimales qu'on doit trouver hein, dans les statuts. Vous voyez, on a quelque chose d'assez important, c'est l'objet de la société. Voilà. Et puis surtout les modalités de fonctionnement, hein, c'est un terme assez général, mais en réalité c'est le plus important. Les modalités de fonctionnement, c'est en clair comment les décisions vont être prises et quels sont les pouvoirs du gérant et les pouvoirs de l'Assemblée générale. Et comment est-ce qu'on répartit notamment les responsabilités et les bénéfices. Voilà. Ça, c'est extrêmement important. Et puis également, dans les modalités de fonctionnement, il y a la question de la cession des parts sociales. Est-ce que c'est possible? À quelles conditions? Est-ce qu'il y a des limitations? Ce qu'on appelle la question de l'agrément, notamment. Notamment. Voilà. Si on réalise des apports en nature, eh bien, il faut, donc, par exemple, l'apport d'un immeuble, mais c'est pas parce qu'on est en SCI que les seuls apports en nature sont des immeubles. Ça peut être des apports mobiliers, hein, il y a absolument aucune difficulté. Des apports de matériel, des apports de droits de propriété industrielle, mais en règle générale, ce sont quand même des immeubles, hein, puisque c'est l'objet même de la SCI. Donc ces immeubles, il va falloir les évaluer. Par contre, en matière de SCI, il n'y a aucune obligation légale d'avoir recours à un commissaire aux apports, à la différence des sociétés commerciales que vous connaissez. Voilà. Alors même si c'est pas obligatoire, c'est quand même fortement conseillé, hein, il est fortement conseillé d'avoir recours au moment de l'apport et donc pour l'évaluation de la valeur de l'immeuble, d'avoir recours à un avis d'une personne sachante, donc un expert, un agent immobilier, un notaire. Pourquoi pas voir un avocat qui aurait des connaissances sur le marché immobilier. On va devoir ensuite, dans les modalités de création, procéder à la nomination d'un ou des gérants. Alors, on aura un thème spécifique là-dessus, donc je ne vais pas insister, mais sachez que, et c'est très fréquent, on peut avoir plusieurs gérants dans une SCI, parfois même tous les associés ont la qualité de gérant. Voilà, ces gérants, ils vont être nommés soit pour toute la durée de la société, ce qui est parfois problématique parce que bah, ça veut dire que si on en souhaite s'en séparer, il va falloir les révoquer, ou alors on les nomme pour un terme bien précis, un certain nombre d'années. Voilà. Et la première nomination, si elle se fait dans les statuts, elle se fait à l'unanimité, bien sûr, des fondateurs. Voilà, on va devoir ensuite, alors c'est une formalité assez étonnante, procéder à ce qu'on appelle une déclaration de bénéficiaire effectif. Schématiquement, je vous ai mis des textes là sur la diapositive. C'est une formalité qui vise à lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Et voilà, il peut y avoir des SCI qui servent à ça. Et donc, c'est une déclaration qui vise à publier, à rendre public le nom des personnes physiques qui détiennent plus de 25% schématiquement du capital d'une société. Ça ne s'applique pas que aux SCI, bien évidemment. C'est-à-dire principalement les sociétés commerciales qui sont concernées, mais les SCI le sont aussi. Voilà, on va devoir donc publier, vous avez tout le détail ici, publier le nom, l'identité, l'état civil, l'adresse des personnes qui sont dites bénéficiaires effectifs, hein, ça vient de l'anglais, les beneficial owners, et donc ce sont des personnes qui ont une importance
dans la société, donc qui ont plus de 25%. L'objectif, c'est d'éviter que les personnes morales ne puissent cacher en fait des personnes physiques sans que leur identité soit révélée. Voilà. Quand je dis public, non, hein, c'est pas quelque chose. Enfin, un particulier ne peut pas forcément, sans aucune raison, donc consulter un registre de bénéficiaires effectifs et connaître le nom des associés à un instant T d'une société. Mais par contre, l'État, les pouvoirs publics le connaissent. Voilà. Et donc cette déclaration doit être faite au moment de la création de la société. Donc par exemple, si vous avez trois associés dans votre SCI qui ont chacun un tiers du capital, il va falloir les déclarer tous les trois, puisqu'ils ont chacun plus de 25% du capital ou des droits de vote. Voilà. Et à chaque fois qu'on aura une modification de la répartition du capital, et à chaque fois qu'on aura un associé qui va passer, parce qu'il aura acheté des parts par exemple, passer le seuil des 25%, il faudra également procéder à une déclaration de bénéficiaire effectif modificative. Alors, étape numéro 4, dépôt du capital social. Donc ça suppose que vous ayez des apports en numéraire, hein, en matière d'apports en nature. Ils sont bien évidemment, les apports en nature, ils sont entièrement transférés lors de la Constitution. En matière de SCI, à la différence des sociétés commerciales, que sont la SARL, la SA et la SS, il n'y a pas d'obligation d'un montant minimum de dépôt du capital social. Donc, vous pouvez avoir un capital social, par exemple, de 10 000 euros dans votre SCI, et dire, bon, au jour de la création de la SCI, je libère, donc c'est-à-dire je verse 1 euro, par exemple, et je verserai 9 999 plus tard, suivant des modalités que je choisis librement. Voilà, en règle générale, on libère, quand c'est un petit montant, on le libère intégralement, immédiatement. Et donc, au moment de la Constitution, on va déposer les fonds sur un compte bancaire qui va être bloqué le temps de la Constitution ou chez le notaire qui va constituer la SCI. Tout ça, le temps de la Constitution, et ensuite, les fonds seront débloqués. Voilà, ensuite, on a une formalité de publicité, c'est très important, hein. Il faut que la création de la SCI soit connue des tiers. Et on va publier la Constitution dans ce qu'on appelle un support habilité à recevoir des annonces légales. Donc, ça peut être un journal, un JAL, journal d'annonces légales, ça peut être un site internet, peu importe. Ça a un coût, et vous avez ici les différentes mentions. C'est un peu la carte d'identité de la société qu'on va publier, de la future société, sa dénomination, sa forme, son objet, son siège, sa durée, les apports, les noms et adresses des dirigeants, etc., etc. Je vous ai mis ici un petit exemple. Voilà, ensuite, je vous montrerai ça rapidement dans la vidéo Focus. On va devoir procéder donc aux formalités d'immatriculation, en plus hein, de l'annonce légale. Et là, on va se connecter sur un site qui s'appelle entreprise.gouv.fr. Et sur ce site, donc, on va procéder à l'enregistrement réellement de la société. On va télécharger des documents et donc tout va se faire en ligne, hein, de manière assez rapide si on a tous les documents qui sont prêts. Voilà, tout va se faire en ligne et on obtiendra l'immatriculation de la société très rapidement. Donc il n'y a plus de déplacement physique à réaliser quand on crée une société, et ce depuis à peu près de mémoire 3 années aujourd'hui. Voilà, ce site a eu des débuts un peu difficiles parce qu'il y avait des bugs. Aujourd'hui, ça fonctionne globalement assez bien. Donc toute la création de société se fait par un seul portail qui est numérisé, dématérialisé aujourd'hui. Voilà, et puis une fois que votre société est immatriculée, donc elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, hein. Encore une fois, même s'il s'agit d'une société civile, c'est au RCS qu'on publie. Et donc, l'acte de naissance de la société, pour toutes les sociétés, s'appelle l'extrait CABIS. Voilà, c'est comme ça que vous prouvez que votre société existe. Et le CABIS est un document extrêmement important. C'est un peu comme un passeport, hein. On va vous le demander pour prouver que la société existe. Et vous voyez sur le CABIS, vous avez les mentions essentielles. Vous avez le numéro RCS de la société, vous avez sa dénomination, vous avez son siège, vous avez le nom et l'adresse de son gérant. J'en profite pour vous signaler que par rapport à l'adresse du dirigeant de la société, il y a un décret qui vient de paraître fin août 2025 suite à des enlèvements crapuleux de dirigeants de sociétés, notamment des sociétés du domaine des crypto-monnaies. Vous avez certainement suivi ça dans l'actualité. Et ce décret prévoit que on peut demander à ce que l'adresse donc des dirigeants soit retirée des mentions obligatoires, donc de manière à ce que cette adresse demeure confidentielle pour éviter justement des actes criminels sur les dirigeants de certaines sociétés. Voilà, les kidnappeurs ou les tentatives de kidnapping ayant eu lieu suite à l'identification de l'adresse de certains dirigeants de société. Donc, on a aujourd'hui la possibilité, ça veut dire que quand vous publiez une société, par principe, vous laissez l'adresse, mais vous pouvez demander à ce que l'adresse soit rendue confidentielle.
Ouais, c'était un décret, je crois, du 25 août 2025. On a aussi ensuite donc une question très importante qui se pose, c'est la question des actes qui vont être accomplis pendant la période de formation de la société. La période de formation de la société peut être assez longue, hein. L'immatriculation en elle-même aujourd'hui est raccourcie, mais je dirais entre le moment où vous rédigez vos statuts et le moment où vous obtenez votre cabis, il peut se passer plusieurs semaines. Dans ces semaines, on peut avoir besoin de passer des actes au nom de la société en formation. Par exemple, signer un bail, hein, la SCI va être très souvent bailleur. On peut avoir l'urgence de signer un bail avant même que la société ne soit immatriculée, ou alors de signer des marchés de travaux pour rénover l'immeuble, et ce, avant même que la société ne soit immatriculée. Alors, la question, c'est finalement, si on signe un contrat, qui est engagé? Est-ce que c'est la société ou est-ce que c'est les personnes, donc les futurs associés, qui sont en leur nom propre engagés? Le principe, c'est que la société n'existe juridiquement que du jour de son immatriculation au RCS, que donc antérieurement, bah, c'est uniquement les personnes qui sont engagées. Mais on a, c'est l'article 1243 que vous avez sous les yeux, vous le montre, on a une possibilité donc de faire reprendre les actes qui ont été passés pendant la période de création de la société, la période de formation, de faire reprendre ces actes par la société, voilà, avec des formalités, tout simplement en annexant au statut la liste des actes qui a été passée, donc l'immatriculation en porte reprise de ces actes. Ou alors, si on ne met pas les actes qui ont été passés pendant la période de société en formation annexés au statut, on peut aussi provoquer un vote dès que la société existe, un vote de l'Assemblée générale pour ratifier ces actes rétroactivement. Et donc ces actes, à ce moment-là, sont considérés comme ayant été signés et pris par la société dès l'origine, hein. Voilà. Et donc ce qui est très important, existe la jurisprudence, même si elle s'est un peu assouplie ces derniers temps, il est très important que les actes qui soient passés au nom ou pour le compte de la société en formation. Voilà, donc si vous signez un bail, si moi, par exemple, je crée une SCI, que je signe un bail avant l'immatriculation de la SCI, je vais signer le bail Laurent Gros-Claude, mais je vais le signer au nom et pour le compte de la SCI Gros-Claude en cours de formation. Ouais, c'est une chose assez importante. Là, je vous ai mis un état des actes qui va être annexé au statut. Vous voyez, on dit que c'est une annexe au statut, et donc le fait d'immatriculer la société vaudra reprise des actes. Voilà, une fois que votre société a été matriculée, ben, elle reçoit un certain nombre de numéros qui sont extrêmement importants, un peu comme vous avez, vous et moi, on a un numéro de sécurité sociale, on a un numéro de passeport. Eh ben, les numéros essentiels d'identification d'une société, ce qu'on appelle le SIREN et le SIRET. Alors c'est un peu la même chose, à part que le SIRET c'est un peu plus complet. Donc c'est un numéro d'identification de l'entreprise. Le SIREN c'est 9 chiffres, voilà. 9 chiffres, donc par groupe de 3. Et le SIRET, c'est les 9 chiffres du SIREN plus 5 chiffres qui permettent d'identifier les différents établissements de l'entreprise. Voilà. Ensuite, vous avez un code qu'on appelle le code APE, qui est le code relatif à l'activité de l'entreprise. Donc, ça identifie le secteur d'activité. C'est 4 chiffres et une lettre. Ensuite, vous avez, si votre entreprise, et c'est pas le cas de toutes, est soumise au régime de la TVA, vous avez un numéro de TVA intracommunautaire, 2 lettres et 11 chiffres. Et puis, vous avez, je vous l'ai montré tout à l'heure sur le CABIS, vous avez un numéro de registre du commerce et des sociétés. Donc, c'est tout simplement, ça mentionne RCS, la ville du RCS, et puis vous avez le sirène. Regardez, on va y aller ici. Voilà, je zoome un peu. Vous avez ici le Sirène et RCS Paris, Registre du commerce et des sociétés de Paris. Donc là, vous avez le Sirène, qui est un numéro, donc vous le voyez, à 9 chiffres. Voilà, je vais un petit peu le jouer. Donc ça, c'est très important, hein, c'est très pratique. Ensuite, combien ça coûte de constituer une SCI? Bah, les formalités en elles-mêmes, hein, je ne parle pas du coût de création des statuts où vous pouvez avoir à payer un professionnel, mais les formalités elles-mêmes, c'est pas très cher. Alors vous allez peut-être trouver vous ça cher, mais disons que à l'échelle de la création d'une SCI, c'est pas grand-chose. Donc un support d'annonce légale, donc la publication, ça coûte environ 200 euros. L'immatriculation en elle-même, ça coûte un peu moins de 100 euros, et la déclaration de bénéficiaire effectif, ça coûte une vingtaine d'euros. Donc allez, si j'arrondis vraiment de manière exagérée, on est à 500 euros, 450, 500 euros pour l'ensemble des formalités. Encore une fois, ceci sans compter les honoraires de rémunération d'un professionnel qui va vous rédiger les statuts et les honoraires d'apport de l'immeuble pour les émoluments d'apport de l'immeuble pour le notaire. Alors, est-ce que fiscalement, par contre, ça c'est une question importante, est-ce que fiscalement, il y a des impositions à payer au moment où vous créez une société? Alors, il y a eu
une époque, assez lointaine heureusement maintenant, où la création d'une société commerciale comme civile avait un coût fiscal. Il fallait payer des impôts au moment de la création. Puis on a trouvé que c'était quelque chose d'un peu aberrant dans la mesure où la société n'a pas d'existence. Donc aujourd'hui, vous allez le voir, on a, sauf dans quelques rares cas de figure, la création d'une société n'a pas de coût fiscal. Quand vous faites des apports en numéraire, ils ne sont pas taxés. Ça, c'est clair. Quand vous faites des apports en nature, immeubles notamment, au fonds de commerce, nous on parle plutôt d'immeubles, apport à titre pur et simple, c'est-à-dire on apporte uniquement l'actif. Le passif n'est pas repris par la société. Si vous amenez un apport en un immeuble à une société qui est à l'IR, ce qui sera le cas, vous le savez, pour la plupart des SCI, il y a une exonération de droits d'enregistrement. Si vous amenez une société qui est à l'IS, vous allez avoir une taxation en principe à 5%, à peu près 5%, un tout petit peu plus, sauf si les associés prennent l'engagement de conserver les droits, les parts sociales qu'ils reçoivent pendant 3 ans. La plupart du temps, on prend cet engagement et donc on est exonéré. Par contre, si vous faites un apport à titre onéreux, c'est-à-dire si vous apportez un immeuble qui est déjà grevé d'un passif, on doit encore de l'argent à la banque, et vous dites, bah, je transfère le passif. Donc là, ça équivaut vraiment à ce que vous vendiez le passif à la société, et la partie passive va être soumise au droit d'enregistrement au taux de 5%. Je vous prends un exemple. Vous apportez à une SCI un immeuble qui vaut 1 million d'euros. Ça, c'est la valeur active. Dessus, cet immeuble, vous avez 200 000 euros de passif restant dû à la banque. Et vous prévoyez que ce passif va être repris par la SCI. Donc à ce moment-là, on va considérer que votre apport, il est double. Vous avez, il fait 1 million d'euros l'apport, vous avez 800 000 euros à titre pur et simple. Donc c'est la partie nette de passif. Vous avez 200 000 euros de passif. Les 800 000 euros sont exonérés. Les 200 000 euros de passif, eux, quel que soit le régime fiscal et de la société et l'engagement que vous pouvez prendre, ces 200 000 euros sont soumis à des droits de mutation à environ 5%. Voilà. Et puis, si au moment de l'apport, vous constatez une plus-value, la plus-value va être, dans certains cas, taxable, hein, parce que l'apport est assimilé à une vente. Alors, pour clore, pour passer à une deuxième partie sur cette vidéo qui est importante, quelques points d'attention dans la rédaction des statuts. Le principal, j'en ai parlé en cours hier, c'est l'objet social de la SCI. Pourquoi l'objet social est important? Parce que l'objet social, il a deux fonds. D'abord, il y a une contrainte, c'est qu'il ne doit pas être commercial. Et ensuite, l'objet social, c'est ce qui va borner les pouvoirs du gérant. C'est-à-dire que si le gérant agit en dehors de l'objet social, la société n'est pas engagée. Grande différence avec les SARL et les SAS, où un dirigeant qui agit en dehors de l'objet social engage quand même la société. Voilà. Ici, ce qui justifie que un acte hors objet social n'engage pas la société, bah, c'est tout simplement que les associés ont une responsabilité illimité au passif social. Et donc, si on a un gérant qui fait n'importe quoi, bah, ça va engager le patrimoine des associés et ça, on ne le veut pas. Voilà, je vous ai mis ici un exemple de rédaction d'un objet social qui est correctement rédigé. Vous voyez, vous avez l'acquisition et la location des immeubles, hein, bâti, non bâti, bail, location, voilà, ici, on met l'acquisition de terrains, leur exploitation, leur mise en valeur. Et regardez le troisième point, l'aliénation, donc la vente, hein, du ou des immeubles devenus inutiles à la société. Voilà. Ce qui veut dire que l'activité principale de la société, c'est pas l'achat pour revente, sinon ça serait une société de marchand de biens, elle pourrait pas être SCI, mais bien évidemment, parfois, la société peut avoir à céder ses immeubles. Placement de capitaux, bon, ça c'est pas, voilà. Et puis, vous avez une sorte de voiture balai dans le dernier tiret. Généralement, toutes les opérations qui peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet défini ci-dessus. Cette formule, c'est une formule pro forma, on la trouve absolument partout, rédigée de manière plus ou moins complexe. Schématiquement, ça permet qu'on n'ait pas à modifier l'objet social dès qu'il y a une petite modification. Vous notez quelque chose quand même, c'est que même si la SCI, elle est en règle générale propriétaire d'un seul immeuble, hein, on en a parlé, qui a une adresse, cette adresse et cette unicité d'immeuble, on ne la mentionne pas dans l'objet social, ce qui veut dire que si la SCI vend un immeuble qui est situé rue Alsace-Lorraine à Toulouse pour en racheter un qui est situé rue de Metz à Toulouse, ben, on n'aura pas modifié les statuts et donc on fera des économies de temps et d'argent. Voilà, nous, on a un objet social qui est très classique et très bien rédigé. Alors j'en ai parlé hier devant vous et donc je ne vais pas tout reprendre, mais schématiquement, il y a un point d'attention essentiel, c'est le point d'attention relatif à l'objet de la SCI, puisque l'objet de la SCI
ne peut pas être un objet commercial. Et le domaine de l'immobilier, vous le savez, est un domaine dans lequel toutes les activités ne sont pas civiles. Voilà, donc schématiquement, j'ajoute que ce qui rend les choses un peu plus compliquées, c'est qu'il y a la distinction civile-commerciale n'est pas la même suivant qu'on a la vision juridique, on va dire, enfin extra-fiscale, et suivant qu'on a la vision fiscale. Je vous prends un exemple de ça. Quand vous faites une SCI, fait de la location en meublé, la location en meublé, au plan juridique, c'est une activité civile, donc c'est parfaitement accessible au SCI. Par contre, fiscalement, cette location meublée sera imposée comme des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux, ce qui veut dire que votre SCI sera de plein droit assujetti à l'impôt sur les sociétés. Voilà, alors comment ça se passe? Ben, concrètement, il faut regarder activité par activité. Donc la promotion immobilière, hein, qui consiste à acheter un terrain, à construire un immeuble généralement de plusieurs niveaux qu'on revend par appartement en VFA. Cette activité de promotion, elle est civile, bizarrement d'ailleurs, mais bon, il y a des explications historiques à ça. Je vous ai mis l'article L110.1 du Code de commerce au-dessus. Par contre, fiscalement, elle est bien évidemment commerciale. L'activité de marchand de biens qui consiste à acheter des immeubles en vue de les revendre, hein, avec parfois une petite rénovation de cet immeuble, c'est commercial. Donc ça ne peut pas être exercé par une SCI. Voilà. Je vous ai mis une société qui aurait des activités commerciales accessoires, hein, c'est-à-dire elle est principalement civile et on a 10%, c'est à peu près le seuil de tolérance d'activité commerciale. Ça reste civil, mais il ne faut pas dépasser ce seuil de 10%. La location, c'est civil. La location même de locaux commerciaux, c'est civil, pareil, hein, sauf dans certains cas particuliers, quand par exemple on a des clauses recettes, c'est-à-dire des clauses qui permettent de calculer le loyer d'après le chiffre d'affaires du preneur à bail. Là, parfois la jurisprudence considère que l'activité devient commerciale. La location en meublé, je vous le disais, elle est civile, mais elle est commerciale d'un point de vue fiscal, donc ça correspond aux locations à des étudiants, très souvent, bien sûr, les meublés de tourisme, hein, les Airbnb, comme on dit classiquement. Voilà, je vous ai mis la construction, rénovation lourde, elle est civile. La rénovation légère, elle est plutôt de type marchand de biens, donc elle est commerciale. Si j'achète un immeuble, que je le rénove et que je le revends et que c'est occasionnel, occasionnel, je dis bien, ça reste civil. Voilà, il me manque, je crois, là-dedans l'activité de lotissement, ouais, dont j'ai parlé également hier. Donc, l'achat d'un grand terrain et la division en lots de terrain à bâtir, c'est une activité qui est commerciale. Et l'activité d'agent immobilier est une activité également d'entremise, donc une activité commerciale. Donc, vous voyez, c'est pas du tout évident, hein, de pouvoir faire la différence entre ce qui est civil et ce qui est commercial. Il n'y a pas beaucoup de logique, mais voilà, il faut le savoir en l'état actuel. Je vous le disais aussi, l'objet social, il va borner les pouvoirs du gérant, donc c'est très important. Regardez ce que dit l'article 1849 du Code civil. Il dit dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social, ce qui veut dire que si l'acte n'entre pas dans l'objet social, eh bien, ça n'engage pas la société. Voilà. Il va falloir prendre vraiment beaucoup de précautions dans la rédaction de l'objet social. Assez souvent, hein, même quand le gérant agit dans l'objet social, les statuts, on en reparlera, limitent les pouvoirs du gérant au-delà d'un certain montant. Par exemple, on dit que le gérant peut engager la société dans l'objet social jusqu'à 5 000 euros. Au-delà de 5 000 euros, il lui faudra demander leur avis aux associés. Voilà, c'est ce qu'on appelle des clauses limitatives de pouvoir, on en reparlera. Je vous laisserai regarder cet arrêt qui est intéressant parce que c'est un arrêt dans lequel on voit que l'activité d'une SCI peut être civile à la base et avoir également une petite partie commerciale. Vous voyez ici l'activité, l'acquisition de parcelles de terrain en vue de la construction d'immeubles, ça c'est civil, d'habitation, et de leur division en lots séparés ou la réalisation d'un lotissement. Bah, vous voyez qu'ici on est sur une activité de promotion et de lotisseur, donc on a une activité qui est partie civile et partie commerciale. Voilà. Donc ça pose une difficulté, effectivement. Dernière diapositive sur les apports. Alors le capital social dans une SCI, il est libre, hein. Il faut un capital social, mais il n'y a aucun minimum. D'ailleurs, vous le savez, aujourd'hui, il y a quasiment plus de sociétés qui ont un capital minimum.
Voilà. Les modalités et les périodes de libération, c'est-à-dire de paiement hein, du capital social, sont totalement libres. Et puis, sachez-le également, on peut mettre dans les statuts une clause de variabilité du capital, notamment si vous avez beaucoup d'associés dans votre SCI, ce qui est plutôt rare, et que vous ne voulez pas à chaque fois qu'il y a un nouvel associé qui rentre, procéder des formalités d'augmentation de capital. Vous pouvez mettre une clause prévoyant que le capital variera au gré des nouveaux apports et des retraits d'associés. Voilà, clause qu'on appelle de variabilité du capital qui est plutôt rare en matière de SCI. Et je vous le disais, c'est important à retenir, on a en fait deux cas de figure par rapport au capital social. Soit vous ne possédez pas l'immeuble avant la constitution de la SCI, donc vous allez constituer votre SCI avec un petit capital social généralement en numéraire, donc c'est ce qu'on appelle la constitution à nu, c'est-à-dire sans immeuble, et par la suite, la SCI va acheter un immeuble. Et donc si elle achète un immeuble, l'immeuble il rentre dans l'actif social, mais il ne rentre pas, c'est une immobilisation si vous voulez au plan comptable, mais il ne rentre pas dans le capital social. Voilà, parce que le capital social a été constitué avec uniquement des apports en numéraire. Donc on va avoir une société à capital réduit, ce qui fiscalement, je pourrais vous en reparler, pourra poser quelques difficultés. Ensuite, si vous constituez la SCI en apportant en nature un immeuble, là, le montant du capital va se calquer notamment sur la valeur de l'immeuble. Donc là, vous allez avoir un capital social important, ce qui présentera certains avantages en matière d'imposition, notamment des plus-values. Voilà, j'en ai terminé pour cette deuxième vidéo sur la création de SCI. J'espère que c'était clair. Vous avez vu que c'est pas les choses les plus marrantes, mais voilà, c'est important de maîtriser ce formalisme et de ne pas se faire un monde de la création de SCI. Et pour vous, futurs professionnels, c'est également très important de savoir concrètement, quand vous allez guider des clients dans la création d'une SCI, comment ça se passe, à condition bien sûr que le formalisme n'ait pas changé, mais le formalisme de création s'est tellement simplifié aujourd'hui que je vois mal comment il pourrait être révolutionné demain. À très vite pour la prochaine vidéo.